je vous annonce l'arrivée à la fin de la séance, bien sûr, de Stéphane de Moustier, qui avait réalisé La fille au bracelet en 2020. Ah, ça y est, très bien, ça fonctionne. Donc c'était le réalisateur de La fille au bracelet que vous avez peut-être vu en 2020. C'était vraiment un très beau film qui est sorti à un moment pas évident en février 2020. Voilà. Donc on est content de pouvoir le recevoir pour ce prochain métrage. Voilà. Donc Stéphane de Moustier sera là avec son monteur Damien Maestraggi. Donc si vous avez des questions sur le montage, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de les poser, donc ce sera l'occasion de jamais. Je vous souhaite une très bonne séance avec Borgo et j'oublie bien sûr, je n'oublie pas de remercier l'association Rocaro Méliès qui est partenaire de cette séance, nos amis de l'association des spectateurs à laquelle vous pouvez adhérer pour pouvoir bénéficier une fois par semaine à peu près d'une rencontre avec à 2 €. Voilà. Je vous souhaite une très bonne séance et on se retrouve tout à l'heure avec le réalisateur Stéphane de Moustier et le monteur du film. Merci. Merci d'accueillir Stéphane de Moustier et le monteur du film Damien Maestraggi. Merci. Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup d'être là et pour ce film. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais magnifique dernier plan. Moi, ce dernier plan. Si vous avez des questions sur le dernier plan, si vous ne les posez pas, moi j'en parlerai. Mais avant de parler du dernier plan, bon, comme d'habitude, hein, je pose une ou deux premières questions et dès que vous avez envie de participer, on est là vraiment pour cet échange. Le film indique le début du film indique ou rappelle qu'il s'agit au départ d'un fait divers dont le film est inspiré. Mais je crois, enfin j'ai lu qu'il s'agit vraiment peut-être d'un entrefilet, d'une inspiration assez légère. Et je veux savoir, au-delà de ce fait divers lui-même, qu'est-ce qu'il y avait... Ouais, le fait divers, il a servi de déclencheur, mais les personnages sont totalement inventés, enfin, ils sont totalement fictifs, ils n'ont rien à voir avec le fait divers, et j'ai pas enquêté sur le fait divers. Je m'en suis tenu à la lecture d'un article qui m'a donné envie justement de faire le portrait d'une femme, et de faire le portrait d'une femme qui passe en quelques mois, en tout cas moi c'est comme ça que je me la suis représentée, d'une vie ordinaire à une vie de complice du grand banditisme. Je voulais comprendre comment on glisse. Je me disais que les monstres n'existaient pas. Enfin, je crois que les monstres n'existaient pas. Et pourtant, on vient à commettre un acte qu'on peut qualifier de monstrueux. Donc je voulais explorer ce mystère-là, comment on passe de cet extrême-là à l'autre, en dressant le portrait de cette femme. Je trouve que j'avais aussi très envie de faire un film en Corse, et là j'avais une porte d'entrée idéale avec un personnage qui est continental, qui débarque là. Et puis, un film, moi, le plaisir que j'ai en faisant des films, c'est de découvrir parfois des mondes que je ne connais pas, etc. Donc là, la Corse, évidemment, c'est l'occasion d'explorer, puis c'était aussi l'occasion de m'intéresser au monde carcéral. Moi, j'ignorais qu'il y avait autant de femmes surveillantes pénitentiaires, par exemple. 30% des surveillants pénitentiaires sont des femmes, et 98% des détenus sont des hommes, ou un peu plus même. Donc il y a pas mal de femmes chez les hommes. L'inverse, c'est impossible, mais des femmes chez les hommes, il y en a. Et au cinéma, c'est jamais représenté. Et bah, je trouvais, voilà, donc, pour toutes ces raisons accumulées, je me suis lancé. Alors il y a ce monde pénitentiaire, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un film de prison. Et notamment, enfin, c'est un film qui se passe en prison, mais il n'en épouse pas tous les codes, notamment pour une chose assez étonnante, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est les surveillants qui sont enfermés. Alors, on voit qu'ils sont surveillés. Là, ce sur quoi on pouvait jouer, c'est le film se passe sur une île, et une île, par nature géographique, c'est aussi un lieu d'enfermement. Et moi, ce qui m'amusait, c'était que elle est finalement presque plus à l'aise et plus libre, et même plus libre de ses mouvements au sein de la prison qu'en dehors, où c'est en dehors qu'elle est sous régime de surveillance, et ça, elle le sent en permanence. Souvent, on la met dans des endroits, puis il y a des gens qui surgissent, elle les a pas vus venir, elle comprend a posteriori parfois que les gens étaient au courant de ses faits et gestes. Ça, c'est une réalité de cette île. Et puis, moi, en filmant, c'était un truc qui m'amusait aussi, c'est-à-dire d'inverser les principes et de jouer l'enfermement à l'extérieur et pas à l'intérieur de la prison. D'accord avec ça, toi qui es monteur?
Oui, oui, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Effectivement, les gardiens surveillent les prisonniers surveillent les gardiens. Parfois presque les enferment, comme dans la scène de la promenade. Enfin, les retrouve derrière des grilles. Il y a aussi une des singularités du film et qui donne vraiment une tonalité particulière, c'est la double temporalité. Ça peut-être aussi, Damien, on peut en parler. Comment est-ce que on distille des indices sur le fait qu'effectivement il y a deux temporalités dans le film? Comment on travaille ça? Alors ça c'est vraiment un pari, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est écrit au scénario, mais il faut encore le mettre à l'épreuve de l'expérience du film et de voir si ça fonctionne. Parce que si ça n'avait pas fonctionné, on aurait trouvé d'autres solutions. Mais effectivement, on a assez vite vu que ça fonctionnait et on voulait jouer sur cette découverte de cette temporalité. Et on a beaucoup travaillé sur la place en fait, de ces éléments du commissariat, de l'enquête, afin de pouvoir, comment dire, pour pouvoir un peu chapitrer le film, pour pouvoir aussi donner un éclairage sur ce que faisaient les médecins. Et évidemment, on voulait créer une sorte de vertige au moment où on comprend qu'effectivement, ces temporalités se rejoignent. Et on peut relire le film aussi d'une manière un peu différente. Même si on s'est rendu compte assez vite que selon les spectateurs, le moment où les gens comprennent qu'il y a deux temporalités, c'est très variable. Ah oui, chaque spectateur, peut-être qu'on peut en faire l'expérience aujourd'hui, mais chaque spectateur, enfin, certains comprennent assez vite, d'autres comprennent tardivement. Mais en tout cas, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, tout le monde ait compris voilà, qu'il y avait ces deux temporalités. En plus, il n'y a pas une vision du film qui est plus intéressante que l'autre. Enfin, on s'est rendu compte que ça marchait dans les deux cas. Et c'est vrai que ça, c'était un pari. J'avais écrit comme ça, avec l'idée qu'il y ait deux histoires en parallèle, mais aussi deux temporalités. Je ne sais pas trop, ça m'était venu. Enfin, je m'étais dit que ce serait intéressant, mais effectivement, je n'étais pas sûr que ça marcherait. Et ça, il fallait le tester. Puis je trouve que tout de suite au montage, on a vu qu'il fallait doser, mais que ça fonctionnait. Et en plus, c'est malin parce que ça donne envie de venir revoir le film. Du coup, enfin, moi, je trouve. Moi, je l'ai vu 2 fois et vraiment, je vous conseille de tenter cette expérience. Je vous en demande pas tant. Est-ce que vous avez une première question? Bonsoir, j'ai 2 petites questions. La première question, je voudrais savoir comment tu avais fait la rencontre Herzi, Mansali et Michel Fouquet. Michel Fouquet, ouais. Michel Fouquet, excusez-moi. C'est beau, Michel Fouquet, c'est un mélange de... J'avais écrit sans savoir qui jouerait le rôle, et c'est au moment de... On sentait que le film allait pouvoir se faire, etc., que le scénario est écrit. À un moment, il faut se confronter à ça, qui va jouer le rôle. Et je l'ai proposé qu'à elle, parce que, en réfléchissant, je me suis dit que c'était elle que j'imaginais le plus dans le paysage d'actrices françaises un peu identifiées de cet âge-là, capable de tenir ce rôle sans que ça fasse artificiel. Je me disais, elle a suffisamment de caractère pour ça. Elle a cette aspérité. Je savais qu'en face d'elle, il y avait des acteurs qui sont des acteurs amateurs, enfin des gens qui n'ont jamais joué, donc il y a un truc de vérité. Il ne fallait pas que j'ai quelqu'un qui fabrique trop, il fallait qu'il y ait... Et Herzi, elle a ce truc très authentique, il y a un truc de vérité, quoi. Donc je me disais que ça pourrait marcher. Et après, Moussa Mansali, une fois que je l'avais choisi elle, parce que c'était quand même elle oui, qu'il fallait choisir en premier, le film se construisait autour d'elle, je voulais créer un couple où, évidemment, c'est aussi un film social sur un couple d'extraction modeste, de conditions modestes. Elle a un métier qui est un métier déconsidéré ou très peu considéré, elle gagne mal sa vie, etc. Donc il y a une dimension sociale là-dedans, mais je voulais surtout pas que ce soit misérabiliste. Et Moussa Mansali, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a une superbe. En plus, le personnage disparaît du film assez longtemps, et, parce qu'il disparaît des préoccupations de sa femme. Enfin, le secret qui les sépare crée une distance entre eux, donc il disparaît, mais je savais qu'il allait avoir un rôle prépondérant, enfin décisif à la fin. Donc il fallait qu'il ait laissé une trace forte. Et je trouvais que Moussa Mansali, il apportait ça, quoi. Il a une superbe, il a un charme, on comprend pourquoi ils ont été amoureux, on se dit qu'ils peuvent aussi l'être encore, le redevenir. Donc j'aimais bien que ce soit Moussa qui joue ce rôle. Et je ne le connaissais pas, moi, c'est en faisant un casting que j'ai rencontré plusieurs acteurs, dont lui, qui est aussi ancien footballeur, où j'étais ravi. Et Michel Faux, pour tout vous dire, il devait faire le rôle de Florence Loirecaille. Et puis je continuais de rencontrer pas mal de directeurs de prison pour préparer le film, et à chaque fois c'était des directrices que je rencontrais, et j'ai constaté que c'était une profession très féminisée. Donc je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'avoir une femme en plus,
d'avoir une femme dans la hiérarchie au-dessus du personnage de Mélissa. Je trouvais que ça apportait quelque chose. On voit un moment, elle est lâchée par sa hiérarchie, alors qu'on aurait pu croire qu'il y a un truc de solidarité féminine, mais non, il y a un truc en fait de hiérarchie justement qui l'emporte et qui fait qu'elle est isolée, en fait, le personnage de Mélissa. Donc je me suis dit, ça serait plus intéressant. Mais je voulais surtout pas perdre Michel Faux, parce que j'adore Michel Faux. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quand même très intéressant de le mettre en commissaire. Puis bon, je lui ai proposé, je lui ai demandé ce que ça vous dirait, en lui disant, on fera comme Bourvil dans Le Cercle Rouge, c'est-à-dire que vous ferez rien. Vous aurez le plus droit possible, ce qui est aux antipodes de ce qu'il fait habituellement, ou de ce qu'on l'a vu faire, ou de ce qu'il sait faire. Mais ce qui est faire quelque chose, ne rien faire. Et ça l'amusait, en fait, ça l'amusait beaucoup. Et c'est vrai que ce binôme un peu burlesque, moi j'étais très heureux de ça. Ils sont dans un registre de jeu très différent de tout le reste, mais c'est volontaire et ça allait bien, puisque en fait ce sont des continentaux qui occupent ces postes-là. Ils sont derrière leur écran réduits à essayer d'interpréter des choses et un monde qui leur échappe complètement. Donc ils sont en fait, eux ils sont dans une autre réalité spatio-temporelle presque. Donc ils pourraient avoir un jeu différent. Et puis ce qui est fou, c'est que Michel Faux, même quand il fait rien, sa drôlerie elle reste. Donc j'étais très content de ce choix. Voilà. Et la deuxième question, je voudrais savoir le budget du film. 3 millions d'euros. Merci. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, c'était vraiment super. Justement, pour vous dire quand est-ce que j'ai deviné la temporalité, je ne saurais pas trop dire. Par contre, même si je le savais déjà, je trouve que c'est génial le moment où on revoit les deux temporalités s'associer quand elle arrive à l'aéroport. Même si on le sait, on a envie de revoir la scène et je me suis dit, ah ouais, ils vont montrer la scène, quoi. Parce que d'habitude, quand les scènes sont racontées, on ne les voit pas. Et là, je trouve que c'était bien. Bon, c'est un peu pénible, les cours, mais bon. On peut rien y faire, je crois. C'est une expérience comme ça. On entend bien partout, mais voilà. Donc, alors, pour revenir sur ma question, non, puis après, j'ai beaucoup aimé le casting aussi, je trouvais hyper juste l'actrice, mais tous. Socialement, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça m'a fait penser au début à Pas de vague, parce que c'est une histoire d'une personne qui se met dans un milieu qu'elle ne devrait pas, et dès le début, on se dit oh là là, mais elle fait des choses qui ne vont pas dans la ligne. Mais là, pour le coup, contrairement à Pas de vague, je trouve que politiquement, il est beaucoup plus intéressant, parce que l'autre, c'est moyen. Je n'ai pas vu l'autre. En fait, il y a un procédé comme ça, et l'acteur est super et tout, mais en fait, on se dit, mais pourquoi ils ont choisi le harcèlement scolaire dans ce sujet, ça va pas, alors que là, politiquement, c'est super. Bon, ça, c'était un petit aparté. Ma question, c'était, par rapport à la fin, à quel moment vous avez eu l'idée que ça finisse bien? Parce que c'est rare dans les films où, justement, c'est pas moral, qu'elle a le droit de s'en sortir. Ce que j'ai beaucoup apprécié en tant que spectatrice. Pendant l'écriture, j'ai voulu qu'il y ait cette fin, mais alors vous dites que ça se finit bien. En tout cas, moi je ne me disais pas il faut que ça se finisse bien, mais je voulais qu'il y ait un miracle à la fin, puisque l'interrogatoire c'est un miracle et le fait qu'elle ne soit pas arrêtée, qu'elle réussisse à s'en sortir à ce moment-là, en tout cas c'est un miracle. Mais je voulais qu'il y ait une fin ouverte en tout cas. Je voulais qu'un avenir soit possible. Je voulais pas que la fin soit. Je voulais qu'une lueur existe. Je pense qu'elle peut être rattrapée par l'affaire. Elle peut être rattrapée par la police encore, enfin par la justice, elle peut être rattrapée par les bandits eux-mêmes qui peuvent vouloir la retrouver. Elle peut être rattrapée aussi par elle, sa culpabilité, enfin tout ça. Elle part pas du tout le cœur léger, on voit bien qu'elle part, elle est abîmée. Mais ils partent, la famille reconstituée, il y a ce vélo qui est sur le toit, pour moi c'est très important, c'était pas ironique, c'était, je disais alors qu'il y a une dimension sociale dans cette histoire, et le fait de partir avec cet argent, ça change tout. Donc voilà, ça c'était dès l'écriture que je voulais ça. Et après, peut-être qu'on peut dire un mot sur, parce que vous avez parlé du fait qu'effectivement on revit la scène de l'aéroport en la suivant quand on y arrive. Et c'est vrai que c'était un débat, on avait peur que ça fasse trop redite. Puis nous-mêmes, à force de le revoir, à un moment... Tout le monde n'était pas... Quand on monte un film, on fait souvent des projections tests, et effectivement, tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de revoir cette scène deux fois. Certains avaient l'impression de la revoir une seconde fois, d'avoir rien de neuf, et d'autres personnes trouvaient ça assez génial. Moi, personnellement, je trouvais ça génial, parce que ça m'a rappelé un peu les procédés à la Hitchcock, à la De Palma, et je trouve que c'est toujours très important de voir la même chose de plusieurs points de vue, parce que c'est ce que va raconter le film, c'est-à-dire qu'il y a un mystère sur ce personnage. Selon avec qui elle est, avec qui elle parle, elle n'est pas tout à fait la même. Et je trouve que cette double séquence d'aéroport est un peu l'image du film, c'est-à-dire ce que vous avez vu est peut-être pas exactement ce que vous devez comprendre, peut-être que vous n'avez pas tout vu.
voilà, et ça, c'est vraiment un jeu qu'on aime. Enfin, moi, j'aime vivre au cinéma. Voilà, c'était vraiment intéressant de le faire pour un film. Et c'est un peu un pari, parce que ça peut aussi ne pas fonctionner, ça peut être tout le temps redondant. Et on avait envie que ça marche, et je pense qu'on a réussi à faire fonctionner. C'était pas redondant, justement, on avait l'impression qu'on prenait vraiment son parti à elle. Prenez des micros, parce que sinon... Parce que dans la scène, on voit aussi qu'elle fait beaucoup de fils. Parce que comme on l'a vu avant, on se dit, ah oui, non, en fait, elle a parlé aux gangsters. Non, elle parle à son mari, c'est vrai. Du coup, c'est très juste en termes de montage, parce qu'à la fin, on se dit, mais elle a tous les éléments pour être innocentée, quoi. Oui, puis on sait qu'elle est... En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on sait qu'elle est l'issue de la scène, et comme disait, le suspense, c'est quand on sait qu'il y a une bombe sur la table et que les personnages ne le savent pas. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de savoir exactement quelle allait être l'issue. Elle ne le sait pas, et donc évidemment, ça crée une tension qu'on recherche. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film extrêmement fort. Je trouve qu'il y a une dimension dans les personnages du couple, c'est leur solitude d'être, et en même temps leur force et leur sincérité. C'est pas évident, c'était court. C'est-à-dire que finalement, leur amour est très fort, et du coup, c'est ce qui leur donne aussi une cohérence dans leur témoignage. Oui. Il y avait l'idée, effectivement, que pendant le film, je pense qu'elle s'isole et ce couple s'enferme dans une... Enfin, elle, en tout cas, elle s'enferme dans une forme de solitude parce que le secret les sépare. Mais c'est parce qu'ils s'aiment qu'à la fin, en tout cas, à la fin, ils se parlent à nouveau par personne interposée. Moi, j'avais cette idée théorique, c'est qu'à la fin, ils vont se retrouver par interrogatoire interposé. Ils vont de nouveau se comprendre l'un l'autre et se connecter, être liés l'un à l'autre. Et donc ça, c'est... Voilà, il y avait... et effectivement, il y a l'idée d'un amour qui les sauve. Il y avait cette idée-là. Voilà, tout à fait. C'est très fort parce que ça ouvre du coup sur la puissance de leurs sentiments. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Très beau film. J'aurais deux questions. Une, peut-être pour le côté scénariste, parce que tu disais que tu voulais tourner en Corse. Et en effet, je trouve qu'il y a une authenticité dans ce milieu carcéral et dans ces personnages. Et je voulais savoir, toi, en tant que scénariste, du coup, comment tu t'y es pris pour écrire et pour toucher cette authenticité-là? Voilà. En fait, je partais avec, évidemment, je connais un peu la Corse, mais pas comme un Corse, je la connais comme un continental qui va parfois en vacances. Donc je suis parti avec, effectivement, mes clichés, mais pas seulement. Après, l'idée, c'était de se documenter, de parler avec les gens. J'avais en particulier Pascal Garbarini, qui est avocat, mais qui est corse aussi, qui relisait des versions. Et après, l'écriture, elle s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'en faisant le casting, j'ai beaucoup ajusté de choses aussi. En fonction des jeunes gens avec qui je faisais le film, qui étaient donc, comme je disais tout à l'heure, pas des acteurs du tout, qui ont répondu à un casting sauvage. Donc je leur demandais de... En fait, quand on répétait pas vraiment, on refaisait les scènes, et puis je leur demandais eux comment ils... J'essayais beaucoup de m'imprégner de ce que eux proposaient spontanément. Je leur demandais de dire des choses avec leurs mots à eux, etc., etc. Des choses comme ça qui donnent, je pense, une vérité. Alors ça, c'est pas de l'ordre de la documentation, c'est plutôt de l'ordre de la vérité de chaque scène. Mais pour les contours généraux, pendant que je préparais le film, j'avais quelqu'un qui faisait très bien la Corse, qui pouvait m'aiguiller un petit peu. Et puis, voilà, j'ai essayé, moi, la démarche de ce film, c'était aussi d'ouvrir les yeux, d'essayer de découvrir un territoire avec son mode de fonctionnement. Il est ni meilleur ni moins bon qu'ailleurs, il est différent. Et ça, moi, ça m'intéressait d'essayer de discerner ça tout en assumant que plein de choses allaient m'échapper. Là, le monde des gangsters, il m'échappe complètement, mais il échappe au personnage, c'est pas grave. En revanche, je voulais savoir comment une manipulation, elle s'opère là-bas. Et puis je voulais aussi dépasser les poncifs qu'on voit trop sur la Corse ou sur le monde des détenus, donc montrer que les détenus, c'était pas des monstres patibulaires, mais aussi des mecs dans l'humanité, etc., etc. Donc ça, c'était prendre des jeunes gens et les filmer tels qu'ils sont, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient passés par Borgo dans les acteurs,
voilà, c'est pas des... ils ont aussi leur humanité, ils ont aussi leur lumière, et tout ça, je voulais m'en servir et le montrer. C'était important. Et la deuxième question, c'est par rapport au genre et au film noir. Et je trouve que dès le début, par la musique et le fait de filmer aussi, j'ai l'impression de beaucoup de dos. En fait, j'ai eu la sensation de... Est-ce que c'était conscient dans ton découpage ou ça démarre de dos, dans la voiture, on voit pas tellement les visages, et un peu aussi en prison, souvent la comédienne, et cette idée de cette musique qui renvoie, je trouve, à toute une cinématographie un peu des polars de l'époque. Oui, la musique, c'est Philippe Sard, et voilà, il a fait beaucoup de musique des films des années 70, donc la musique, on l'a choisie aussi parce qu'elle apportait un truc intemporel qui m'intéressait, alors que cette histoire est vraiment ancrée dans quelque chose de très actuel, mais j'aimais bien qu'avec cette musique, on ouvre aussi sur une autre fenêtre. J'avais pas conscience de les filmer tout le temps de dos, c'était pas un manifeste ou un truc volontaire. En revanche, jouer avec les codes du polar, je l'ai fait volontairement, quoi. Ça me... Voilà, montrer une enquête policière qui rythme comme ça le film, je trouve... En même temps, elle ne ressemble pas à une enquête policière comme on voit habituellement dans les films, mais je voulais faire un film de genre qui ne ressemble pas vraiment à un film de genre, ou un film social qui ne ressemble pas non plus à un film social. L'idée, c'est de montrer que les choses sont plus complexes que ça, et de naviguer entre les genres. Donc peut-être que ces plans de dos, inconsciemment, je les ai reproduits pour cette raison-là, parce qu'on les a vus dans pas mal de films, mais pourtant là, on est dans une réalité qui est un peu différente de ces films. Mais aussi, les plans de dos, ils viennent d'une chose toute simple, c'est que parce que je m'ai dit ça, l'idée c'était qu'elle soit tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'elle ne soit jamais arrêtée quelque part et qu'elle soit toujours en action, notamment dans la prison où elle doit fermer des portes, ouvrir des portes, accompagner les prisonniers, faire son quotidien. Et l'idée qu'elle ne soit jamais posée, il y a très peu de moments où elle est posée à un bureau, il y a peut-être une seule scène. Ça justifie aussi le fait qu'on la suit tout le temps, et par ailleurs les couloirs étant assez étroits, soit on est de face, soit on est de dos, enfin, il y avait cette idée qu'on est toujours derrière elle, qu'on était toujours là-dessus, et qu'elle nous amène toujours d'un lieu à un autre. Ce qui explique aussi un peu cette idée de mise en scène très fluide. Ouais, puis quand je disais tout à l'heure les trucs d'enfermement à l'extérieur et pas dans la prison, je voulais que dans la prison ce soit fluide, qu'elle bouge, qu'elle navigue, qu'elle soit tout en mouvement. Oui, pour complémenter la question sur le milieu carcéral, parce qu'on a parlé des acteurs connus, mais on n'a pas parlé des acteurs amateurs. Est-ce que le casting a été très compliqué ou pas de trouver ces acteurs? J'ai compris que quelques-uns ils sont passés en prison aussi. Est-ce que la mise en scène qui est très réussie sur ce milieu, ça a été compliqué? Ou à un moment donné, c'est arrivé plus ou moins facilement? Non, le casting, on s'est donné les moyens d'avoir du temps pour chercher, mais en fait, ça n'a pas été très compliqué. En revanche, la directrice du casting, qui s'appelle Julie Alliot, qui travaille notamment avec Peretti, qui est corse, elle a fait une sorte de plan épervier en Corse, quoi. Elle a mis des annonces partout, dans tous les tabacs, les boulangeries, dans toute la Corse, et elle a vu dans un premier temps des gens dans toute la Corse qui ont répondu à l'annonce, par groupe de 10. Et le processus, il a été assez long, parce qu'après, on faisait une sélection, elle les renvoyait par groupe, puis après, moi, je les voyais en groupe. Pendant toutes ces étapes-là, il n'y avait jamais de texte, parce que c'est des gens qui n'ont jamais joué, donc il ne fallait pas qu'il y ait de texte, mais il fallait en revanche qu'on leur demandait de jouer des situations et de les jouer en groupe aussi, pour voir comment ils se situaient dans un groupe. Mais ça a été facile, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt eu le problème d'avoir une difficulté à choisir, parce que j'en avais plein qui étaient bien. Et j'étais étonné comme parmi les gens qu'on voyait, alors qu'ils n'avaient jamais joué de leur vie, ils avaient le sens du jeu, ils avaient le goût d'être mis en scène ou de se mettre eux-mêmes en scène. J'étais surpris de ça. Il y a vraiment un truc, je ne sais pas à quoi ça tient, mais qui a dépassé, qui m'a surpris en fait. Et après d'ailleurs en faisant le film avec eux aussi, c'était très facile. C'est-à-dire que je me suis jamais dit, il y a les professionnels d'un côté, les amateurs de l'autre, on faisait le même film et ça n'avait pas vraiment d'impact sur la manière de travailler à cette qui j'étais en fait. Donc non, ça a été assez facile. Et sur le casting, ce qu'on peut dire quand même sur le personnage de Saveriou, normalement moi j'avais écrit pour quelqu'un de beaucoup plus âgé. Je pensais que Saveriou il aurait une trentaine d'années, au moins, qui aurait au moins l'âge de Mélissa, voire un peu plus vieux. Et c'est Julie Alliot qui m'a présenté ce garçon qui n'a jamais joué dans un long métrage mais qui veut lui être acteur. Et le fait qu'il soit jeune, j'ai trouvé que ça enrichissait considérablement et ça rendait plus complexe la relation avec Mélissa. Et puis le fait que ce soit lui avec ce truc à la fois d'innocence mais d'autorité aussi, je me suis dit
ça le surprend en fait. Et ça donne encore plus de vertige quand les choses basculent. Et puis ça enrichit l'histoire. En fait, c'est toujours pareil. C'est quand un casting fait que ce que vous avez écrit, les personnages que vous avez imaginés sont augmentés, vous dites que c'est le bon casting. Et là, avec ce garçon, j'avais ça. Oui, est-ce que les conditions d'incarcération reflètent la réalité? Est-ce que vous avez pu observer ce genre de circonstances dans une prison en Corse? Ouais, tout à l'heure j'ai dit j'ai pas enquêté du tout sur le fait divers, c'est vrai, mais en revanche j'ai pas mal enquêté sur la Corse et sur cette prison. J'ai recueilli pas mal de témoignages. Le type qui joue Victor, le surveillant, ça fait 20 ans qu'il travaille à Borgo, c'est un vrai surveillant de la prison de Borgo. Pareil pour une des femmes qui joue à la fin surveillante, elle est surveillante à Borgo, elle était 12 ans dans l'unité 2. Donc tout ça c'est assez documenté. Et évidemment c'est pas un documentaire de cette prison, mais c'est assez documenté et tout ce qu'on voit est juste. Donc c'est vrai qu'il n'y a que des Corses. C'est vrai que c'est en régime ouvert, et surtout ce qui est vrai, c'est qu'il y a une atmosphère qu'il n'y a pas ailleurs. Les gens tutoient les surveillants, les appellent par leur prénom, on l'appelle l'hôpital parce que personne ne crie, ce qui est très très rare dans les établissements pénitentiaires où souvent ça hurle, ça s'invective. Là, il y a vraiment une atmosphère comme il n'y a pas ailleurs, et il y a cette espèce d'accord entre la direction et les détenus. Les peines se font, en Bordeaux c'est une vraie prison, mais les détenus se sont mis d'accord pour faire leurs peines et les faire jusqu'au bout, mais en contrepartie, on les laisse quand même très très autonomes, bien plus que dans toutes les autres prisons, et donc il y a beaucoup plus de choses qui rentrent, etc., que dans une prison. Mais tout ce qu'on voit là, c'est des choses qu'on a racontées, les créateurs on a raconté, et j'aurais pu en faire des kilomètres, quoi. J'aurais pu avoir des tonnes d'anecdotes de cette nature. Merci. Bonsoir, bravo, vous avez réussi à montrer beaucoup de violence avec beaucoup de pudeur. Vous avez dit au tout début que ce qui vous intéressait, c'était de comprendre en fait le ressort psychologique de cette femme, c'est-à-dire quel a été en fait son point de bascule. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous en avez compris, c'est-à-dire par rapport à la vision que vous aviez initialement, et maintenant, est-ce qu'elle a évolué? Et deuxième remarque, à quelle mesure vous êtes inspiré de The Place Beyond the Pines? Parce que je pense notamment à la scène où il y a l'argent en fait qui est mis dans le berceau. Du coup, ça fait un petit clin d'œil. Ça fait un petit clin d'œil en fait avec le vélo. Et du coup, ça m'a pensé à ce film-là qui est peut-être un petit peu plus long. Mais il y a aussi cette notion, en fait, les enfants des deux familles qui vont être inculpés vont devenir amis. Du coup, je vous le recommande. C'est avec James Franco ou c'est avec Ryan Gosling? C'est avec Bradley Cooper et Ryan Gosling et Eva Mendes. Ouais, alors moi je l'ai pas vu, Moi je l'ai vu, mais alors j'en ai aucun souvenir. Pardon. Non, donc je l'ai pas vu, donc c'est peut-être une inspiration inconsciente, mais je n'ai pas vu ce film. Et sur votre première question, moi j'ai fait ce film parce que ce personnage était un mystère pour moi. Et je voulais que le mystère, je voulais pas que le film il essore ce mystère. Je voulais que ce film au contraire il l'entretienne, ou en tout cas qui laisse l'espace pour que nous, chaque spectateur, on puisse interpréter selon notre sensibilité les motifs de ce glissement. C'est plus un glissement qu'un basculement d'ailleurs. Donc moi, à mon avis, il ne va pas plus que celui d'un autre spectateur. Mais je pense en tout cas, et ça j'en avais l'intuition et ça s'est conforté, que c'est évidemment pour plein de raisons qu'elle glisse. En fait, c'est pas pour une raison. Et que c'est plein de raisons qui à la fois intime, social, financière. Enfin, il y a plein de raisons qui s'accumulent. Et puis de hasard aussi. Il y a plein de raisons qui s'accumulent et qui font qu'elle glisse. Mais je pense que vraiment l'interprétation ne vaut pas plus que certains spectateurs. En tout cas, ça pour moi c'est essentiel. Et je veux que le film pose des questions, pas qu'il donne des réponses. Alors, il y a certains éléments, comme par exemple l'âge de Saverio dont tu parlais tout à l'heure, qui vont ajouter comme ça de la complexité. Voilà, c'est pour ça que j'étais hyper content de le prendre qui vient de Saja, c'est que ça ajoute de la complexité, ça désamorce des attentes que nous on peut avoir en tant que spectateurs, ou des a priori qu'on peut avoir sur les mécanismes. Si j'avais eu un mec plus âgé, on se serait tout de suite dit qu'il y a un rapport de séduction. Là c'est bizarre, il y a plutôt un rapport. Alors oui, je pense qu'elle aime bien ce garçon, mais on ne peut pas dire sur un rapport amoureux, en tout cas c'est pas si simple que ça, il y a plutôt un truc de protection réciproque, mais on ne sait même pas qui protège qui. Et donc ça enrichissait, ouais, et ça rendait plus complexe leur rapport. Ces réactions. Qui veut poursuivre? Ou alors on parle du vélo?
C'était plus pour dans la manière de filmer, de mettre en scène justement par rapport au film précédent, même La fille au bracelet, cette idée de très peu découper en fait, de l'impression d'être sur des plans plutôt longs. C'est dans quel... Ouais, bah, je sais pas si on peut dire que c'est si peu découpé que ça, mais je pense que moi ce que j'aime en tout cas, ce à quoi je veille, c'est d'alterner, qu'il y ait parfois des plans longs et parfois des scènes beaucoup découpées, ça ne me dérange pas. Et qu'il y ait parfois des plans longs, et ils apparaîtront d'autant plus longs que justement ils agiront par contraste avec d'autres séquences. J'avais pas vraiment de principe, à chaque fois on cherche le plan juste en fait. Et c'est vrai que moi en tant que spectateur, souvent j'aime bien les plans longs. Je trouve que dans un plan long, il y a des choses qui nous apparaissent, il y a... le cinéma il permet quand même de prendre une distance par rapport aux choses, de proposer un autre rapport au réel, une autre mise en perspective, et cette mise en perspective elle passe aussi par le temps, et donc le temps parfois c'est un temps, des plans qui durent aussi. Alors il peut se créer, se manifester autrement ce temps, mais c'est un des, je trouve, des outils qu'on a à disposition quand on fait des films, c'est de parfois proposer des plans longs, moi j'aime bien. Mais voilà, c'est pas non plus un manifeste absolu. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es monteur et qui manipule plein de plans? Justement, comme je montre les plans après, je me rends compte qu'en fait Stéphane découpe beaucoup. En fait. Il fait souvent plusieurs axes par plan. Et ensuite, on décide d'en prendre qu'un seul, par exemple, de ne pas mettre de contre-champ, et d'aller vers les simplifications. Et en fait, d'ailleurs, souvent il me dit il faut enlever des plans, c'est encore plus simple, il faut enlever des coupes. Et effectivement, l'idée qu'on cherche toujours à ne jamais en mettre trop. Et si on peut en mettre le moins possible, on le fait jusqu'à ce qu'on ait vraiment besoin d'un plan. Et ça nous permet aussi de créer des ambiguïtés. Ça ne peut pas montrer toujours le contre-champ, pas toujours montrer, voilà, de couper parfois un peu plus tôt que la fin de l'action. Mais effectivement, au montage, on cherche beaucoup ça, une espèce d'équilibre entre des moments qui sont assez vifs et des moments qui, effectivement, ont tous le temps de s'installer. Bonsoir, je voudrais savoir, pour les scènes de prison, c'est tourné où? C'est tourné en Corse ou c'est tourné en extérieur? Les scènes de prison, on n'avait pas accès à une prison en Corse, on n'avait pas accès à une prison tout court, parce que les prisons pénitentiaires ne voulaient pas. Et donc il fallait qu'on trouve, on avait passé l'argent pour faire un studio, et puis on va dire, moi j'étais pas très à l'aise avec l'idée d'aller en studio, de toute façon la question se posait pas, c'était trop cher. Donc il fallait qu'on trouve une prison désaffectée, il y en avait une à Compiègne. Donc on a tourné à Compiègne, ça va devenir des logements, mais c'était en cours d'examen du permis de construire. En revanche, on a fait venir les Corses à Compiègne, ce qui était un choix de production qu'il fallait faire valider, mais qui n'a pas été compliqué à faire valider, mais c'était un arbitrage économique en fait. Mais on savait pourquoi c'était indispensable d'avoir des vrais Corses, et pas des types de Paris qui feraient semblant ou des Corses de Paris, parce que c'est pas la même chose, on n'a pas le même corps, la même façon de parler, etc. Selon là où on grandit, donc on a fait venir les Corses à Compiègne, et ça a mis une belle ambiance là-bas. J'ai une question par rapport à la Corse. Quelle est la réception du film en Corse, si vous avez déjà des retours? Le film, il faisait beaucoup parler avant de sortir, parce que comme il y a le fameux fait divers et qu'il n'est pas encore jugé, ce fait divers, ça crée inévitablement chez certaines personnes une inquiétude. Il y a eu une avant-première pour un festival à Artemar, on avait une alerte à la bombe, donc la projection avait été perturbée. Elle avait quand même eu lieu finalement, mais ça avait sérieusement perturbé les choses. Mais là, le film il est sorti encore ce mercredi dans les 3 villes, Porto Vecchio, Ajaccio, Bastia. Et il y a beaucoup de monde qui y va. Enfin, voilà, à l'échelle de la Corse, il y a beaucoup de monde qui y va. Et des retours que j'ai, c'est que le malentendu est en train de se dissiper, c'est-à-dire que les Corses qui s'inquiétaient un peu de ce film qu'un continental peut faire sur ce que eux craignaient être un fait divers qui les concerne, se rendent compte que c'est vraiment une fiction qui n'a rien à voir avec ce fait divers. Et les échos que j'ai, la réception est très bonne et tant mieux. Il n'y a plus d'alerte à la bombe. Dieu merci. Il y avait les exploitants le premier jour qui nous envoyaient des messages toutes les 2 heures pour dire c'est bon, pas d'alerte à la bombe. Je vais peut-être revenir à mon vélo, qui n'est pas le mien, mais moi j'adore vraiment ça au cinéma, et ça fonctionne pas à chaque fois, mais là vraiment ça fonctionne quand on a cet élément en début de film qui crée une tension et qui a l'air d'être un élément anodin et dont on se rend compte au fur et à mesure qu'il va être une des clés. Donc avec cette scène de tension, le vélo volé,
qui peut-être aussi fait rentrer le personnage dans le début de son glissement, si on regarde un petit peu en arrière comme ça. Et donc voilà, je voulais savoir cette idée du vélo qui parcourt le film et qui termine sur ce dernier plan. On a dit que c'est une fin ouverte, effectivement. À quel moment t'es venue cette idée de... Je crois qu'on appelle ça fils de Tchekhov, non? C'est un MacGuffin. Okay. Ah, le MacGuffin. À la Hitchcock. Ouais, le vélo, pendant l'écriture, en fait, parfois, quand on écrit un film, on a des images qui viennent et qu'on aurait peut-être du mal à justifier, mais qui nous apparaissent assez vite. Et moi, sur le film d'avant, je me souviens, il y a une image de la fille qui prenait son collier qui se le mettait à la cheville. C'est une image que j'avais très tôt et c'est l'image de fin du film aussi. Là, j'avais très vite l'image de ce vélo sur le toit dans la cale du bateau. Je l'avais très vite en tête. Je trouvais que c'était une image qui était forte. Je trouvais que c'était une image qui m'amusait, mais je le dis sans ironie. Mais en tout cas, je trouvais que c'était... Voilà, Truffaut disait quand on ne sait pas finir un film dramaturgiquement, il faut le finir plastiquement. C'est bien ça. Donc, je trouvais que là, plastiquement, c'était bien de finir comme ça. Et après... chaque fois que j'ai changé ma selle de vélo dans ma vie, je me suis dit c'est une super cachette. Et j'avais jamais eu l'occasion de rien en faire de cette réflexion. Le cinéma sert à ça. Et puis ça m'intéressait quand même, qu'est-ce que c'est matériellement 100 000 €? Quelle place ça prend? J'aimais bien qu'elle mette un peu de temps à aller rentrer dans le tube. Je me souviens, dans le trou de l'éclair, ils doivent couper des barreaux. À un moment, normalement au cinéma, dès qu'il y a un truc compliqué à faire, un coup de poing, un truc. Au cinéma, tout est facile. Dans le trou de Jacques Becker, pour couper les barreaux, chaque barreau c'est une vraie galère à couper, ils mettent un temps fou, et dans le film on voit ça. On les voit qui se heurtent à la matérialité des choses, et voilà, et ça me plaisait aussi. Là j'aimais bien que ce soit un peu plus compliqué qu'au cinéma habituellement, et qu'on voit que ça prend du temps de... Et puis c'est pas grand chose en fait, 100 000 €, c'est quelques rouleaux, rien de plus, c'était très déceptif aussi quand j'ai vu ça. Donc voilà, je voulais montrer ça. Et puis oui, ça a l'air anodin, puis en fait ça prend un peu plus de place que ça, c'est un objet associé à l'enfance, et puis ça se retrouve en lien avec cette affaire. Donc tout ça, je trouvais que ça relevait un peu les choses, ça montrait aussi que Mélissa, ça l'a lié à sa famille, enfin voilà. Mais ça, je théorise plutôt, c'est pas un truc dont j'avais conscience en le faisant. Voilà. Et je pense aussi que tu avais une référence en tête, ça s'appelle le Yukon Code, dans le Cornéo. Où on cherche un diamant qui est caché dans une voiture et à la fin on découvre là où est le... C'est vrai que j'ai grandi en regardant énormément le Cornio. Et le fait que voilà, c'est mon Yukon à moi. Merci Stéphane. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Damien Maïfadji. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci au Pacte, Clémence Biche, qui représente la distribution, qui nous a permis d'organiser cette rencontre. Le film est sorti mercredi ici et dans beaucoup d'autres salles, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, très bonne soirée.